C'est le problème le plus grave de santé, le diabète. En France, plus de 300 millions de personnes sont diabétiques. Pire, les spécialistes estiment que plus de 500 000 personnes sont diabétiques sans le savoir. Le diabète, qu'il soit de type 1 ou de type 2, c'est un excès de sucre dans le sang, qu'on appelle aussi hyperglycémie. Il fragilise l'ensemble de notre organisme. L'obésité n'est pas la seule conséquence du diabète. Sachez que nos yeux ne sont pas non plus à l'abri. Ces dernières sont en effet cibles d'une pathologie potentiellement grave et invalidante puisqu'elle peut conduire à la cécité du fait d'un diagnostic trop tardif. C'est la rétinopathie diabétique. Dans les pays industrialisés, le diabète est la première cause de perte de la vue chez les sujets de moins de 60 ans. Un diabétique sur 10 deviendra aveugle 20 à 30 ans après le début de la maladie. Lors de la rétinopathie diabétique, l'excès de sucre dans le sang altère la paroi des vaisseaux rétiniens. Alors que ceux-ci sont normalement étanches, leur paroi devient perméable et laisse ainsi échapper des lipides, ce qu'on appelle les exudats ou encore du sang ou du plasma sanguin. Ces hémorragies perturbent alors le fonctionnement des cellules sensorielles de la rétine, ce qui entraîne une baisse de l'acuité visuelle. Par la suite, les capillaires rétiniens peuvent se boucher, ce qui va provoquer une ischémie rétinienne. Cette diminution de l'apport sanguin va entraîner la création de néovaisseaux, mais très fragiles et tout aussi perméables. À un stade avancé de la rétinopathie, on observe donc une multiplication de néovaisseaux, d'hémorragies ou encore de microanévrismes. C'est le nerf optique. C'est les principaux vaisseaux de l'œil. D'accord. Donc, la rétinopathie diabétique, ce qu'elle fait essentiellement, elle fait des occlusions. On a dit des vaisseaux, par exemple ce vaisseau-là, cette doulane. Donc, le territoire qui dépend de ce vaisseau n'est plus ni oxygéné, matière floue le dénutriments. Donc, il va y avoir ce qu'on appelle une ischémie. L'ischémie, pour éviter ce problème, le corps fait apparaître ce qu'on appelle des néovaisseaux. Néovaisseaux qui sont d'une qualité médiocre. Ils peuvent, maintenant n'importe quel traumatisme, ils peuvent saigner. Donc on aura, parce qu'ils sont fermés, ils saignent, hemorragie intravitrienne, donc les mairages, et à la longue, il va se créer, le sang va coaguler à l'intérieur et il va tirer avec lui la rétine. Pour toutes ces complications, intervient alors le laser. Le laser, invention majeure du XXe siècle, fait aujourd'hui partie de notre quotidien. Pour preuve, l'acronyme Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation est devenu un nom commun. Il en existe de nombreuses formes, de la petite diode de nos lecteurs de CD jusqu'aux faisceaux ultra puissants qui découpent les métaux. Nous avons réalisé, avec l'aide du préparateur, quelques expériences qui démontrent les propriétés du laser. Le préparateur a mis à notre disposition une source de lumière, une fente, une lentille et un prisme. La lumière émise est décomposée par le prisme. L'image du spectre est récoltée sur l'écran. Ce spectre est composé de différentes couleurs qui représentent chacune une longueur d'onde précise. On dit que la lumière blanche est polychromatique. Nous avons ici un laser et un prisme. Nous allons démontrer deux propriétés du laser qui sont la directivité et la monochromaticité. Comme nous pouvons le voir, avec le prisme, la lumière laser représente un spectre d'une seule couleur, qui est la couleur du laser. Par la même occasion, on note que le faisceau laser a une seule et unique direction. On dit qu'il est monochromatique et directif. Intéressons-nous maintenant au fonctionnement du laser. En physique quantique, un atome présente des niveaux d'énergie. Quand un atome est excité, il passe à son niveau d'énergie suivant. Et quand il est désexcité, c'est le contraire. Si on envoie sur cet atome excité un photon,
L'atome va se désexciter et va alors émettre un deuxième photon, de même longueur d'onde que celui qu'il a reçu, mais aussi dans la même direction avec la même phase que le premier. L'atome excité joue alors le rôle de photocopieuse à photons. Dans le laser, existent deux miroirs qui jouent le rôle de réflecteurs de photons. Un photon désexcite un atome qui en émet un autre, et ainsi de suite, grâce aux deux miroirs. Ces photons ont tous une même énergie, ce qui leur donne une couleur unique et une même direction. C'est le principe du laser. Le traitement de la rétinopathie est différent selon le stade de la gravité de la maladie. Mais dans les stades les plus avancés, on intervient par la photocoagulation, qui est le traitement par laser. Mais avant toute photocoagulation, il est impératif de faire une angiographie. L'angiographie se déroule comme suivant. L'ophtalmologiste va effectuer une procédure appelée angiographie fluorocénique. Une teinture injectée dans le bras du patient progressera jusqu'à son œil. Elle permettra de voir plus facilement les vaisseaux sanguins de la rétine et de vérifier les vaisseaux sanguins détériorés ou ayant des fuites. La détection de la rétinopathie diabétique exige un examen des yeux spécifique. La rétine est en effet photographiée à l'aide d'un appareil spécial. L'image est envoyée vers l'ordinateur. Donc le laser يجي ces zones-là إذا كانوا ischémie ولا إذا كان فما des vaisseaux il les brûle comme ça فما les facteurs prolifératifs يخرجوا et on n'a plus l'apparition de ces néovaisseaux. Suite à notre visite à la clinique Ebn Zoll, nous avons pu assister à l'opération par laser. Cette dernière s'effectue dans une salle immergée dans le noir. Le laser permet un traitement plus rapide, généralement sans douleur, et évite souvent aux patients l'intervention chirurgicale traditionnelle. Il permet une plus grande précision du geste chirurgical. C'est de la microchirurgie. Ce dernier offre les avantages de pénétrer l'œil sans le blesser, de faire de très fines incisions, de cautériser les vaisseaux sanguins, de minimiser les risques d'infection et de favoriser les interventions chirurgicales sans hospitalisation. Dans les premières heures suivant l'intervention, une vision floue, un mal de tête et une douleur peuvent survenir, mais disparaîtront rapidement. Des gouttes prescrites par l'ophtalmologiste peuvent être instillées durant les quelques jours suivant le traitement. Un rendez-vous de suivi sera également prévu. Après la photocoagulation, le médecin effectue une autre angiographie afin de s'assurer sur l'état de la rétine. Voici l'angiographie de la rétine d'un patient malade 5 minutes après avoir subi la photocoagulation. Les taches blanches que l'on remarque sur l'angiographie de la rétine sont en effet les impacts récents du laser. Nous avons aussi récupéré l'angiographie d'un patient 6 mois après avoir subi la photocoagulation. Contrairement à l'angiographie d'un patient qui a subi récemment le traitement, les taches blanches se sont cicatrisées comme cicancres. On n'améliore pas la vision, on essaie de la stabiliser. Bon. Malgré ceci, le laser a permis de sauver les yeux de beaucoup de diabétiques, autrement voués à la cécité.